Le déficit abyssal des États-Unis, la zone euro en proie à une récession et les femmes pour qui il n'est pas toujours évident d'investir. On en parle tout de suite dans ce nouvel épisode de l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. L'économie américaine menacée par un déficit public hors de contrôle, c'est l'enquête de la semaine signée Olivier Berruyer pour le média Elucide. Alors qu'il était déjà sur une pente haussière, le déficit de l'État américain a connu une hausse spectaculaire lors de la crise sanitaire mondiale et il semble désormais hors de contrôle, du moins sans un sévère plan d'austérité qui aurait de graves conséquences économiques pour le pays et pour le monde. Chiffres et graphiques à l'appui. Olivier Berruyer revient dans un premier temps sur le budget fédéral américain, dont les 2 tiers des dépenses, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, sont consacrés à des dépenses de sécurité sociale, devant les dépenses militaires qui représentent 13% du budget américain. Les dépenses sont en hausse et les recettes en baisse. L'article nous explique que le néolibéralisme est caractérisé par des politiques budgétaires laxistes qui diminuent les impôts, surtout des plus riches, et augmentent les dépenses, généralement au bénéfice direct ou indirect des entreprises. Aux États-Unis, ce phénomène a été particulièrement important avec une divergence de plus en plus marquée entre les recettes et les dépenses. Cette politique a logiquement entraîné des niveaux de déficit particulièrement importants dans les années 80 et surtout depuis 2010. Alors que les déficits n'avaient guère dépassé les 500 milliards de dollars en monnaie constante 2023, c'est-à-dire corrigé de l'inflation, ça jusqu'en 2007, le déficit s'est ensuite creusé à 2000 milliards en 2009, puis à 3500 milliards en 2020. Et il dépasse toujours les 3500 milliards en 2023 et 2024. Le constat est clair, l'État américain dépense toujours fin 2023 40% de plus que le montant des impôts qu'il a perçus. Tout ceci représente un énorme soutien artificiel à l'économie de respectivement 10% du PIB en 2008, 15% en 2020 et 6% en 2023 et 2024. Résultat, nous dit Elucide, on se retrouve avec une économie américaine dopée au déficit public. La conséquence de ces fréquents déficits gargantuesques est une dette publique réelle de l'État fédéral en croissance permanente depuis le milieu des années 80, à partir du moment où le néolibéralisme s'est accaparé l'État à son profit. Elle approche désormais l'incroyable montant de 35 000 milliards de dollars. Depuis 1990, il n'y a pas une seule année où la dette a diminué. Il semble que plus le temps passe, plus elle augmente. Pire, nous dit l'article, le Bureau du budget du Congrès américain, dont l'objet est de contrôler les données du gouvernement et de réaliser ses propres analyses et prévisions budgétaires à moyen et long terme, prévoit dans les 30 prochaines années une forte augmentation des dépenses publiques américaines de 5 points de PIB, en raison du vieillissement de la population mondiale. Mais il ne prévoit aucun accord transpartisan pour augmenter les impôts. La conséquence est donc une prévision officielle pour 2050 d'un déficit atteignant tous les ans 10% du PIB. Et comme aucun miracle budgétaire n'est à prévoir, dans ces conditions, la dette publique passerait alors de 130% à près de 200% du PIB en 2050 aux États-Unis. Et il s'agit ici de la prévision officielle de l'organisme le plus fiable aux États-Unis, ce qui en dit long sur l'impasse parlementaire américaine et l'inconscience quant aux risques financiers pesant sur le pays. Mais au moins, contrairement à une France qui promet depuis 30 ans de bientôt baisser sa dette, ce qui n'arrive jamais, les États-Unis sont parfaitement transparents. Aux investisseurs d'en tirer les conséquences, conclut Olivier Berruyer. Et puisqu'on est dans les dettes, le blog L'Or et l'Argent a sorti cette semaine le classement des pays les plus endettés en 2024, au rang desquels les États-Unis et leur 127% d'endettement trust la 6e place, juste derrière l'Italie et quelques places devant la France avec 111% d'endettement. Pour rappel, le calcul du taux d'endettement d'un pays tient compte de 2 éléments, sa dette publique et son PIB, et le taux est exprimé en pourcentage, ce qui permet de comparer au plus juste l'endettement des différents pays. Une nouvelle fois, c'est le pays du soleil levant, le Japon, qui affiche de loin le taux d'endettement le plus élevé, avec 252%. En 2022, le ministère des Finances japonais avait ainsi annoncé que la dette publique avait dépassé le plafond du million de milliards de yens, soit 7 300 milliards d'euros, 3 fois le montant de la dette française et une dette d'environ 70 000 euros par personne. Et même s'il est phénoménal, ce montant ne provoque paradoxalement aucun débat au Japon, nous dit le journal Les Échos. L'une des différences réside dans le fait que cette dette est détenue à 90% par des acteurs locaux
et notamment par les ménages japonais dont les économies sont utilisées pour acheter des obligations de l'État. Si bien que le facteur confiance reste primordial. Néanmoins, le pays va devoir prendre en compte le vieillissement de sa population, et ça va impacter à moyen terme la capacité d'épargne des Japonais, et donc leur capacité à financer la dette nationale. La France, elle, est le troisième pays de l'Union européenne le plus endetté, et voit sa dette de plus de 3 000 milliards d'euros, elle aussi, inquiéter les économistes comme Marc Toiti. Dans une tribune pour le site du magazine Capital, Marc Toiti se demande d'ailleurs si, en raison de sa dette, la France ne serait-elle pas devenue une menace pour la zone euro qui pourrait très probablement entrer en récession cette année, comme l'explique cette semaine également le blog Veracash. En France, on parle de récession quand le PIB est en recul pendant 2 trimestres consécutifs. D'autres économistes comparent le chiffre de la croissance d'un pays à l'inflation. Si l'inflation est plus forte que la croissance, alors le pays s'appauvrit, il est en récession. Pour Veracash, de nombreux facteurs semblent réunis pour créer des conditions d'un recul durable de l'économie européenne, au devant desquels l'enlisement du conflit en Ukraine. L'article signé de la plume de Bruno Gonçalves nous explique que l'on peut également s'attendre à une remontée temporaire de l'inflation en zone euro pour le premier trimestre 2024, en raison notamment de la fin des mesures compensatoires liées à l'énergie. Évidemment, le niveau élevé des taux d'intérêt continue d'impacter les conditions de financement dans la zone euro, ce qui pèse lourdement sur la demande des particuliers comme des entreprises et contribue au ralentissement de l'activité économique. La zone euro se retrouve donc à un carrefour économique crucial en 2024 avec un certain nombre d'aléas qui menacent de la précipiter en récession, comme les conflits internationaux du type guerre en Ukraine ou conflit au Moyen-Orient, la situation également économique très compliquée de l'Allemagne en ce moment, et la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Et en cas de récession économique, nous connaissons un bon allié, c'est l'or physique bien évidemment, qui, comme nous le dit Benjamin Rosor dans un article du blog L'or et l'argent, a tendance à augmenter mécaniquement en période de récession. En cas de récession longue et douloureuse, accompagnée d'une forte crise économique, nous dit l'article, la confiance dans les gouvernements, dans les entreprises, dans l'économie en général, risque d'être totalement détruite. Dans une telle situation, il reste en général un seul actif qui conserve la confiance de tous partout sur la planète, c'est l'or. L'or, parlons-en avec le CMO, le Conseil mondial de l'or, qui vient de publier son traditionnel rapport annuel avec le bilan 2023 pour le plus précieux des métaux. Un rapport dense et complet que Nicolas Perrin a analysé pour vous dans un article que vous pouvez aller consulter sur le blog L'or et l'argent. La grosse info à retenir, c'est la demande totale d'or sur l'année 2023 de 4 899 tonnes, qui est la plus importante jamais enregistrée. Le record précédent datait de 2019. Le cours de l'or qui n'élut pas sur des records, mais presque la semaine dernière, de manière surprenante, le cours de l'or est reparti à la hausse alors que de nombreux indicateurs semblaient théoriquement annoncer une baisse du prix du métal précieux. Le prix de l'once a sérieusement grimpé jeudi dernier, dépassant les 1 900 € et les 2 065 $, avant de corriger un peu avant le week-end et en début de semaine. Hier, lundi, en fin d'après-midi, l'once d'or s'échangeait autour des 1 883 € et des 2 020 $. Et faites attention, lorsque vous investissez dans l'or via le web, Capital nous rapporte l'histoire d'un retraité français de 62 ans qui s'est fait voler l'intégralité de ses économies, à savoir 173 000 €, en voulant investir dans l'or, mais via un site frauduleux. Triste histoire pour ce retraité de l'armée qui perd les économies d'une vie. On ne cesse de vous le répéter, mais si vous voulez investir de manière simple et 100% sécurisée dans les métaux précieux, la plateforme en ligne la plus fiable en France, c'est ocof.com. Ça vous évitera ce genre de mésaventures. Pourquoi les femmes investissent-elles moins que les hommes? Sont-elles véritablement moins sensibles à l'investissement? Veracash s'est posé la question après qu'une étude ait montré que seulement 30% des investisseurs sont des femmes, alors que ces dernières représentent plus de 50% de la population. Rappelons d'abord que cela ne fait que 60 ans que les femmes ont en France le droit d'ouvrir un compte en banque et de travailler sans le consentement de leur mari. La loi du 13 juillet 1965 a permis aux femmes de disposer de leur argent. Des décennies plus tard, il subsiste toujours un fort manque de connaissances en matière d'investissement et de solutions d'épargne. En 2022, le média Vive avait d'ailleurs publié les résultats d'un sondage qui montrait que seulement 38% des femmes disaient connaître à peu près le montant de l'épargne au sein du couple, ainsi que le détail des placements financiers. L'article de Veracash explique que les femmes ont aussi des difficultés à se lancer seules dans l'investissement, sujettes au sentiment d'imposture et au manque de confiance en elles. Autre frein, selon le média Vive, la prise de risque.
Les femmes s'intéressent moins aux produits financiers qui semblent risqués. Cette aversion au risque joue sur la diversification des placements. Un article de la Tribune relève ainsi que les investisseuses ont tendance à privilégier les placements à court terme, tandis que les hommes préfèrent ceux à long terme qui assurent l'avenir. Vive le résume ainsi, les femmes économisent l'argent tandis que les hommes font de l'argent. Enfin, pour Veracash, la différence de revenus explique aussi pourquoi les femmes investissent moins que les hommes. Selon les chiffres de l'INSEE datant de 2021, les revenus des femmes étaient encore 24% moins élevés que ceux des hommes. Et pourtant, 75% des femmes épargnent régulièrement, selon une étude de JP Morgan, pour sécuriser leur avenir et préparer la retraite ou assurer l'éducation des enfants. Une étude du Cercle des épargnants montre aussi que 18% des femmes épargnent pour aider leurs proches contre 14% des hommes. En tout cas, je vous remercie, mesdames comme messieurs, d'avoir suivi cette petite revue de presse et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle.